Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour tenter de l'enrayer. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour limiter la contagion? Les mesures prises sont-elles suffisantes? Quelle est la stratégie du gouvernement et quelles questions soulèvent-elles? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour certaines catégories, l'hygiène, ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont fermés, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Sur les quais de Seine, certains Parisiens font leur footing. À proximité, des parents se promènent et profitent du soleil. 3 jours après le début du confinement, la distanciation sociale n'est pas toujours respectée. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui, bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, le nombre des morts et le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de patients hospitalisés va doubler tous les 3 jours ou tous les 2 jours et demi pendant 15 jours. Donc c'est à ça qu'il faut se préparer, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens, respectez la distanciation sociale. Si vous voulez que dans 15 jours, on arrête de compter les morts par dizaines, puis par centaines, puis par milliers, comme c'est aujourd'hui le cas en Italie. Déjà 175 morts en France. À l'heure où nous filmons cette vidéo, plus de 8000 dans le monde, dont 2500 chez nos voisins italiens. Des chiffres qui ne cessent de grossir pour une épidémie encore très loin d'avoir atteint son pic et dont l'épicentre se trouve désormais en Europe. En résumé, une crise sanitaire majeure qui bouleversera durablement le fonctionnement du monde et qui affecte déjà en profondeur le quotidien des gens. En France, depuis mardi 17 mars, nous sommes officiellement confinés à notre domicile. Les déplacements sont réduits à leur strict minimum, le télétravail est étendu au maximum, même si une majorité de salariés doivent toujours se rendre à leur travail et tous les commerces non essentiels sont fermés. Des mesures drastiques, inenvisageables il y a encore quelques semaines, prises dans un but bien précis, freiner au maximum la propagation du virus afin d'éviter le débordement total de nos services hospitaliers. Dans son allocution du 16 mars, Emmanuel Macron l'a dit et répété, nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, chacun doit faire montre d'un maximum de discipline et de sens des responsabilités pour contribuer à réduire la vitesse de contagion. Pour cela, on vous invite bien sûr à suivre les consignes et les règles élémentaires de prévention et de précaution. Ne sortez de chez vous que si vous n'avez pas le choix. Adoptez tous les gestes barrières qui vous ont été répétés et si vous ressentez des symptômes de la maladie, appelez votre médecin traitant. On vous met en lien la page d'infos sur le virus mise en place par le gouvernement. Vous y trouverez un rappel de tous les comportements à adopter et souvenez-vous qu'au niveau individuel, c'est le meilleur moyen d'empêcher la saturation des services de santé et donc in fine de sauver des vies. On connaît les modes de transmission habituels des différents coronavirus. Éternuement, postillon. Ils peuvent aussi survivre plusieurs heures sur des surfaces contaminées. Mais celui-ci parvient à passer inaperçu. Mais si les gestes du quotidien sont essentiels, il est également important de se rappeler que tout n'est pas affaire de comportement individuel. Le président l'a dit, nous sommes en guerre, et une guerre ne se mène pas à l'échelle des individus, mais à l'échelle des nations. Si en temps de guerre, chacun doit contribuer à l'effort national et appliquer les consignes qui lui sont données, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que ces consignes soient claires pour tout le monde et que l'état-major ne donne pas lui-même l'impression de les traiter avec légèreté. Encore faut-il que ces consignes soient accompagnées de moyens pour les appliquer et de sanctions pour qui les transgresse. Car l'on sait que dans ce genre de cas, compter sur le civisme d'absolument chaque citoyen est utopique et illusoire. On peut s'en désoler, on peut même insulter les personnes irresponsables sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que ce fait est à prendre en compte et qu'il ne faut pas s'en remettre à la seule bonne volonté de chacun. Français, Françaises, restez chez vous. Confinement obligatoire.
Ils en ont rien à foutre ici. Beaucoup de monde encore sur la promenade des Anglais. Avec le beau temps, certains habitants, comme Christian, un retraité, ont du mal à rester confinés. Moi, je rentre, je sors, je ne vais pas rester chez moi toute la journée. Enfin, ces consignes, encore faut-il qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale de lutte contre l'ennemi. Une stratégie cohérente, réfléchie, reposant sur des moyens concrets. Une stratégie édictée par des généraux auxquels on sait pouvoir faire confiance parce qu'ils ont montré un sens aigu des responsabilités et une capacité à prendre toutes les mesures nécessaires au moment où elles s'imposaient, sans tremblement ni tergiversation. On l'a dit, l'objectif du gouvernement n'est pas d'empêcher l'épidémie. Il est trop tard pour cela. L'objectif, c'est de freiner la contagion, de l'étaler dans le temps, de manière à éviter un scénario à l'italienne où l'hôpital ne peut plus accueillir toutes les personnes gravement atteintes et où les soignants se retrouvent face à l'insoutenable responsabilité de devoir choisir qui sauver et qui laisser mourir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces défaillances respiratoires qui nécessitent de la ventilation artificielle, c'est pas pour quelques heures, c'est pas pour quelques jours, c'est 10-12 jours au minimum. Et c'était ça l'intérêt de confiner les gens pour qu'ils n'arrivent pas tous au même moment et qu'on ait déjà certains patients en phase de guérison et pas qu'on ait toutes les personnes en phase aiguë au même moment, ce qui est le cas chez nous actuellement. Je pense qu'on a loupé 12 jours de confinement. Pour éviter d'en arriver là, reste donc la stratégie de freinage présentée, graphique à l'appui, le 9 mars dernier par le ministre de la Santé Olivier Véran. Cette stratégie, c'est celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et elle semble donc sérieuse et réfléchie. Cependant, cela ne garantit pas sa réussite. Tout dépend de l'efficacité avec laquelle elle est mise en œuvre, de la rapidité et de la rigueur avec lesquelles les mesures visant à assurer son succès sont appliquées. Et comme on va le voir, là-dessus, force est de constater qu'en France, un certain nombre d'erreurs ont pu être commises. Erreurs dont nous l'espérons, nous n'aurons pas à payer trop durement les conséquences. Quand on parle d'erreur, il s'agit dès le départ d'une sous-estimation des risques. On se souvient encore que fin janvier, le gouvernement, par la bouche de sa alors ministre de la Santé Agnès Buzyn, estimait quasi nul le risque d'importation et de propagation du virus dans notre pays. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Cette mésestimation des risques a bien sûr entraîné de nombreuses erreurs qui, avec le recul, semblent aujourd'hui aberrantes. On pense bien sûr au fait d'avoir alors maintenu les vols entre la France et la Chine et de s'être contenté de mettre des affiches dans les aéroports pour faire barrage au virus. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Sylvain vit à Shanghai. Il revient en France pour quelques jours et s'étonne que les contrôles à la sortie de l'avion ne soient pas systématiques. On nous a demandé si on se sentait bien et ils contrôlent quelques personnes la température, mais une personne sur 100. Enfin, moi, je n'ai vu qu'une personne contrôlée, donc c'est vraiment assez léger, je trouve. Un contrôle sommaire, mais une notice d'information a tout de même été distribuée à tous les voyageurs. On pense aux peu de mesures de sécurité prises lors du rapatriement des touristes bloqués dans la province de Wuhan qui auraient contribué à faire naître les premiers foyers de l'épidémie sur notre territoire. Les militaires de la base de Creil qui vous ont accompagné, est-ce qu'ils sont restés avec vous en confinement? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi nous, on aurait dû appliquer des consignes et que des personnes qui sont allées en Chine pour ce rapatriement n'aient pas été également mis en quarantaine? Enfin, ça me paraît anormal. Hier, la ministre des Armées, Florence Parly, a assuré qu'ils avaient été confinés et testés. Au terme de ces 14 jours, il est apparu de façon scientifique qu'ils n'étaient pas porteurs. Scientifique, dites-vous. Scientifique, ils ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus. Confinés. Pourtant, ce matin, son cabinet nous réaffirme au téléphone que les militaires n'ont pas été dépistés ni confinés. Ils ont simplement subi des tests de température en respectant le protocole des autorités sanitaires. On pense au fait qu'à la mi-février encore, la France envoyait à la Chine 17 tonnes d'équipements médicaux, des masques notamment, alors même que l'épidémie s'apprêtait à déferler sur notre territoire et que la pénurie guettait nos propres services médicaux.
Une illustration, parmi d'autres, du manque d'anticipation par l'État de la crise sanitaire. Manque d'anticipation qui explique les graves pénuries de matériel auxquelles les soignants font aujourd'hui face et qui contribuent à aggraver la crise sanitaire. Je vais citer le professeur Gilles Pialou, qui est chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Voilà ce qu'il dit. Il y a eu une incompétence sur les masques. Je ne sais pas à quel niveau. On a eu une alerte épidémique sur un virus respiratoire fin décembre. Le 17 mars, on n'est toujours pas capable d'équiper la France en masques. Alors, on nous explique, oui, les masques, ça sert à rien, c'est le message officiel. Et en même temps, on nous dit, il en faut pour les soignants. Donc, soit ça sert à rien, il en faut pour personne, soit ça sert et il faut effectivement privilégier les soignants. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Mais la transmission n'est pas aérienne pour le coronavirus. Si on ne se touchait pas, si on se lavait les mains à chaque possibilité d'être contaminé. Et si on savait porter un masque, ça pourrait être une stratégie. Mais c'est très compliqué, je l'ai déjà dit. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. J'ai vu là des équipes formidables. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard. Et ces 15 jours, on ne les rattrapera pas. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse, aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone, uniquement. On cherche à même pas les voir en présentiel. C'est ça qu'ils font à Strasbourg. C'est ça qu'on va faire. Parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. Et on nous fait jouer, on joue avec nos vies là. On joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France n'ont plus les moyens de se protéger. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème. Mais si les erreurs s'étaient arrêtées là, malgré les conséquences dramatiques, nous aurions pu les comprendre. Le problème, c'est que depuis, les cafouillages au sommet de l'État semblent s'être multipliés. Les mesures prises pour limiter l'épidémie l'ont souvent été avec un train de retard et toujours dans une cacophonie totale dont on ne pourra mesurer les conséquences réelles qu'avec le recul. Alors que l'Organisation mondiale de la santé alertait déjà depuis plusieurs semaines sur le sérieux et la gravité de la situation, alors que l'Italie ravagée par le virus mettait en œuvre des mesures de quarantaine strictes et incitait ses voisins à prendre toutes les mesures au plus vite, on nous expliquait encore qu'il était hors de question de fermer les écoles. Le 12 mars encore, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, balayait l'idée d'une telle mesure. Pourtant, cette fermeture était annoncée le soir même par Emmanuel Macron. À ce stade, les appels de médecins à fermer les commerces non essentiels, comme en Italie, commençaient à se multiplier. Pourtant, le président ne fit aucune annonce en ce sens. Alors que le virus se répandait de manière exponentielle et que chaque heure comptait, il fallut attendre encore 2 jours pour que la mesure soit annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe. On savait alors que le confinement total serait inévitable. Mais non, là encore, il fallut attendre 2 jours supplémentaires. Et encore, la mesure fut-elle annoncée du bout des lèvres, sans que les mots « confinement » ni « quarantaine » ne soient prononcés, par un président laissant à son ministre de l'Intérieur le soin de préciser la mesure quelques heures plus tard. Il fallait un confinement
totale, maximale. Et j'avoue que le confinement qui a été décrit est extrêmement ambigu. Vous avez tous entendu. On peut aller travailler, on peut sortir faire du sport ou pas, en tout cas pas par plaisir, vous pouvez faire vos courses, mais attention, non. Tout cela sans qu'aucun élément particulièrement imprévisible ne soit venu entre-temps bouleverser l'évolution de la maladie et n'implique donc la nécessité d'un changement radical de stratégie. Difficile donc de trouver un sens à ces cafouillages en série, et difficile également de ne pas se dire que certaines décisions ou non-décisions ont été davantage guidées par l'idéologie que par le pragmatisme et l'attachement à la vie des Français. Comment, sinon par aveuglement idéologique, expliquer le refus catégorique de fermer les frontières nationales? Peut-on vraiment se satisfaire de l'explication selon laquelle le virus n'a pas de passeport? Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Pourquoi, dans ce cas, fermer les frontières de l'espace Schengen? N'était-il pas plus urgent de fermer notre frontière avec l'Italie, par exemple, que celle entre l'Union européenne et la Russie? D'ailleurs, les deux étaient-ils incompatibles? Comme si l'Europe était devenue la nouvelle Chine. À ceci près qu'entre les 26, les règles ne sont pas les mêmes de part et d'autre des frontières. Entre la France et l'Italie notamment, 2 ambiances. Côté tricolore, les gendarmes et les douaniers présents n'effectuent quasiment aucun contrôle. Toutes les voitures passent, qu'elles aient des plaques françaises ou italiennes. Peu importe les mesures de quarantaine prises par nos voisins. Je trouve que c'est pas normal qu'on les laisse rentrer en France. Voilà. C'est pour tout le monde pareil. Car à quelques mètres de là, côté transalpin, les automobilistes sont arrêtés presque systématiquement et questionnés par des agents masqués. Sans raison valable, comme une obligation professionnelle ou une raison de santé, impossible pour eux d'accéder à Vintimille. Visiblement, même l'Allemagne, qui a fermé ses frontières avec la France, a jugé que sa sécurité nationale passait avant les grands idéaux européens et a compris que s'il y avait bien un moment où les frontières nationales avaient un intérêt, c'était face à ce type d'urgence. Une simple décision de bon sens destinée à sauver des vies. Mais en France, on nous a martelé que la décision devait être prise au niveau européen, comme si c'était le moment d'avoir un débat de fond sur le projet européen et la problématique des frontières. Comment, face à une telle légèreté, s'étonner ensuite que les Français ne prennent pas tous la mesure de la menace? Si nous sommes chacun confinés chez nous, le plus possible, le virus circulera beaucoup moins parce que le virus, il n'est pas dans les airs, il se transmet de personne à personne. Et donc le virus, il ne circule pas tout seul si les hommes et les femmes ne circulent pas. Vous prêchez très bien et je vous en sais gré, mais il n'empêche que dans ce cas-là, il fallait fermer les frontières beaucoup plus vite parce que des gens qui viennent de l'étranger et qui ont les virus, comme vous dites, qui portent les virus, il fallait pas les laisser rentrer. Un virus ne s'arrête pas aux frontières. Les hommes peuvent s'arrêter à des frontières, mais ce sont les hommes qui créent des frontières. D'ailleurs, la légèreté de nos dirigeants face à la crise, la légèreté de ceux qui sont supposés donner l'exemple, elle risque de peser lourd dans la balance quand il s'agira de dresser le bilan humain de l'épidémie. Comment ne pas être effaré quand le 6 mars, Emmanuel Macron se rend au théâtre pour inciter les Français à continuer à vivre normalement, comme si le virus était un terroriste de Daesh à qui il fallait montrer que nous n'avons pas peur? Comment justifier que le 15 mars, la veille de l'annonce du confinement total, Brigitte Macron se promène sur les quais de Seine et déplore l'irresponsabilité des Parisiens se promenant sur les quais de Seine? Comment espérer que les Français prennent les mesures annoncées au sérieux quand, alors que le confinement est censé s'appliquer, la porte-parole du gouvernement avoue qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre pour le faire respecter, tout en affichant son souhait que la possibilité d'une amende dissuade les Français de sortir de chez eux. À Sainte-Luce et Thoiret, 2 communes périurbaines de Nantes, ils sont 24 gendarmes à surveiller le confinement d'environ 25 000 habitants. Un dispositif censé mobiliser les forces de l'ordre de jour comme de nuit. Et au milieu de tout cela, bien sûr, il y a la décision absurde, totalement irresponsable, celle de maintenir le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars. Cette décision, elle illustre dramatiquement tout ce qui ne va pas dans la manière dont la crise est gérée jusqu'à maintenant par l'exécutif. Alors que la veille, on avait décidé de fermer tous les lieux non essentiels à la vie, alors qu'on avait dit aux gens de rester chez eux, on les exhortait dans le même temps
à sortir pour aller voter et à se mettre en danger inutilement. Pourtant, à ce stade, tout le monde savait que le confinement allait arriver et que le deuxième tour des élections serait annulé, avec la possibilité toujours existante d'avoir fait se déplacer les gens pour rien. Tout le monde savait aussi que, vu le contexte, l'abstention crèverait le plafond. Rien que pour cette raison, et aussi parce qu'on ne change pas des équipes municipales en pleine crise sanitaire, la tenue de l'élection était un non-sens. Et malgré cela, l'État et les collectivités ont été contraints de mobiliser d'importants moyens humains et financiers pour permettre la tenue des élections, de gaspiller des milliers de masques et des litres de gel hydroalcoolique avec pour seul effet d'exposer la population à des risques inutiles. Le discours devient inaudible. On ne peut pas dire à des millions de personnes « ne vous rassemblez pas, ne vous touchez pas, ne vous embrassez pas, soyez à moins de 100 ou 5 maintenant en Espagne, ça va arriver en France », et faire sortir des dizaines de millions de personnes dans la rue pour les faire se regrouper quelque part. Alors bien sûr, on nous a expliqué qu'on prendrait des mesures avec des lignes à 1 mètre, avec du gel, avec des masques. Mais on a vu toute la journée que c'était pas possible et que dans certains endroits c'était parfait, dans d'autres ça n'était pas du tout et c'était inévitable. Donc discours inaudible. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on met ces millions de personnes, est-ce qu'on prend un risque? Bien sûr qu'on prend un risque. Et à l'évidence, il y a des gens qui, je crains, soient contaminés à cause du fait qu'ils soient sortis dans la rue. Voilà, nous avons voté et je crois que c'est important que ce moment démocratique se tienne. Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens. Je l'ai dit en m'exprimant jeudi soir. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement? Et ce que je vais dire est terrible à entendre pour la téléspectatrice qui pose cette question. Mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe. Et donc je vais répondre non. Nous ne devons pas, nous devons limiter au maximum les déplacements. Et même dans cette circonstance, et j'ai bien conscience de dire quelque chose d'une très grande dureté, même dans ces circonstances, nous ne devons pas déroger à la règle qui a été fixée. Et pourtant, cette décision de maintenir le premier tour des élections a été justifiée par le gouvernement, toujours avec un même élément de langage rabâché sur tous les plateaux de télévision. Le gouvernement s'est fondé sur l'avis des scientifiques. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Et la deuxième logique très importante, c'est que toutes nos décisions soient appuyées sur la science, soient appuyées sur les autorités scientifiques et sanitaires. Qui nous permettent d'avoir un avis qui est toujours scientifique et médical avant de prendre une décision politique. Le problème, c'est que cela en soi ne veut rien dire. Déjà, cet élément de langage se rapporte uniquement au conseil scientifique, c'est-à-dire 11 experts nommés par le ministère de la Santé. Donc il ne s'agit pas des scientifiques, seulement de 11 personnes. Et surtout, ce conseil scientifique ne dit pas les mesures politiques qu'il faut prendre. Son rôle, c'est uniquement de faire le point auprès du gouvernement sur l'évolution de la situation sanitaire. Et sur la question des élections, a priori, tout ce qu'a dit le conseil scientifique, c'est que ce n'était pas plus dangereux pour une personne d'aller à son bureau de vote que d'aller faire ses courses. On a posé la question hier au comité scientifique. Est-ce que ça présente un risque d'être incompatible ou incohérent, comme vous dites, avec la stratégie que nous avons retenue? Et ils nous ont dit qu'il n'y a aucune raison scientifique de penser que ça pourrait être plus dangereux d'aller faire ses courses. Et oui, cela semble logique, sauf que cela ne justifie pas en soi le maintien des élections. Nous sommes dans un contexte où chaque déplacement est une prise de risque. Même si un déplacement n'est pas plus dangereux qu'un autre, s'il n'est pas absolument essentiel, autant faire en sorte de l'éviter. Donc clairement, justifier le maintien de l'élection par l'avis du conseil scientifique, c'est simplement une manière de ne pas assumer une décision politique abjecte et s'en dédouaner sur des personnes qui, clairement, n'y sont pour rien. C'est un mensonge, c'est d'une lâcheté absolue, et chaque ministre a beau le marteler en boucle, ça se voit. Une interview fait l'effet d'une bombe. Cet après-midi, Agnès Buzyn s'est confiée à Ariane Chemin, journaliste du Monde. Et elle l'assure, j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû
tout arrêté. C'était un cauchemar. Moi, je ne vais pas polémiquer, surtout dans une période de crise. Et je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir de polémique lorsque le pays est en guerre. Vous savez qu'habituellement, au cours de l'année, j'aime beaucoup les débats politiciens, mais je pense que là, l'heure est à l'union nationale. S'il vous plaît, ne repartons pas sur les municipales. Notre pays est confronté à une crise sanitaire extrêmement forte. Je crois que les municipales sont loin de l'ensemble de nos concitoyens. Ça n'intéresse personne. Mais le Conseil scientifique n'est pas le seul sur qui le gouvernement a essayé de rejeter ses propres fautes. Il y a aussi les partis d'opposition. À en croire Édouard Philippe, ce sont eux qui auraient contraint Emmanuel Macron à ne pas annuler les élections, alors que lui souhaitait le faire. Le problème, c'est que là aussi, c'est faux. Déjà, depuis quand ce gouvernement est-il l'otage des forces politiques d'opposition ? On rappelle qu'il y a à peine 2 semaines, il faisait passer une réforme par 49.3 contre l'avis d'absolument tous les autres partis. On a du mal à croire à un tel revirement. Et surtout, de quelle opposition parle-t-on ? Si l'on écoute Jean-Luc Mélenchon, si l'on écoute Olivier Faure du Parti Socialiste, si l'on écoute Marine Le Pen, tous disent qu'ils n'ont absolument jamais été consultés sur la question du maintien des élections. Alors on nous explique que ce serait Gérard Larcher, le président du Sénat, membre des Républicains, qui aurait insisté pour que les élections soient maintenues. Sauf que visiblement, tout ce qu'a dit Gérard Larcher, c'est que la décision revenait au président, mais qu'à sa place, lui n'annulerait pas et que si les élections étaient annulées, il ferait part publiquement de sa désapprobation face à cette annonce. Mais encore une fois, depuis quand Emmanuel Macron suspend-il ses décisions à l'approbation de Gérard Larcher ? Encore une fois, rejeter la faute sur lui, c'est clairement ne pas assumer ses propres erreurs. Et en temps de guerre, être dirigé par une personne qui refuse d'assumer ses responsabilités et rejette ses fautes sur ses subordonnés ou sur ses conseillers, c'est extrêmement inquiétant. Nous connaissons les difficultés d'aujourd'hui, on sait les difficultés qu'il y aura devant nous, et je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Alors oui, le président l'a dit, nous sommes en guerre, et en tant que citoyens français, nous allons assumer nos responsabilités. Il faudra un jour dresser le bilan de cette séquence. Il faudra aussi se poser les bonnes questions sur notre système de santé, sur notre indépendance industrielle, sur l'utilité de l'Union européenne, sur notre modèle économique ou sur le type de dirigeant que nous voulons. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous devons de nous montrer solidaires les uns des autres, unis dans le respect des règles essentielles et soudés derrière nos médecins, nos personnels hospitaliers et tous ceux qui sont aujourd'hui en première ligne contre le virus. Ensemble, en prenant soin les uns des autres, nous ferons reculer ce virus parce que nous, citoyens, nous prenons nos responsabilités. Puissent ceux à qui il incombe de nous guider en ces temps difficiles avoir le courage d'en faire autant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec l'équipe du Fil d'Actu, on ne peut que vous inciter à prendre soin de vous et de vos proches. On espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans l'étrange période que nous traversons. Si c'est le cas, on vous invite évidemment à la partager autour de vous. Vous pouvez également soutenir notre travail en faisant un don via notre page Tipeee. Pour rappel, si notre chaîne est totalement indépendante, c'est parce qu'elle est uniquement financée par les gens qui la regardent. Et l'indépendance, en temps de crise, c'est particulièrement important. Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté des tipeurs si vous en avez les moyens. Même 5 €, même 1 €, ce n'est pas énorme et ça vous garantit une information libre, de qualité et accessible à tous. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien vers la page Tipeee juste en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour, au nom de toute l'équipe du Fil d'Actu, remercier très chaleureusement tous les gens qui nous soutiennent déjà. Vous êtes plus de 1000 contributeurs récurrents sur cette chaîne et sans vous, on n'existerait pas. Alors merci infiniment pour votre soutien. Pour le reste, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça améliore la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de nos publications. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.